Il existe une carte secrète que Helena Blavatsky a ramenée du Tibet au XIXe siècle. Et elle ne montre pas des territoires géographiques, elle montre les niveaux de votre conscience. Alors que la science occidentale en était encore à ses balbutiements, tentant de comprendre le cerveau humain, cette femme extraordinaire perçait déjà le secret de quelque chose de bien plus grand. L'architecture invisible de l'esprit qui détermine si vous vivez emprisonné dans l'illusion ou éveillé dans la réalité. Ce qu'elle a découvert était si dérangeant que des sociétés secrètes ont tenté de le supprimer. Les religions traditionnelles l'ont condamné, et encore aujourd'hui, très peu de gens le comprennent vraiment. Le problème, c'est que cette connaissance n'est pas arrivée sous une forme digeste pour les esprits occidentaux. Blavatsky a apporté des concepts qui défiaient tout, de la vision matérialiste de la science au dogme chrétien de l'époque. Elle a cartographié 7 états de conscience qui coexistent en ce moment même à l'intérieur de vous, mais la plupart des gens ne quittent jamais le premier ou le deuxième niveau. Et voici la partie qui va vous donner la chair de poule. Chaque niveau altère complètement votre perception de la réalité, votre pouvoir de manifestation et même ce que vous considérez comme possible ou impossible. Vous êtes sur le point de découvrir à quel niveau vous êtes coincé. Commençons par le commencement. Qui était cette Russe excentrique qui a voyagé seule à travers l'Orient alors que les femmes pouvaient à peine sortir de chez elles sans être accompagnées? Pourquoi ses livres ont-ils été brûlés publiquement? Et a-t-elle été accusée de charlatanisme par les uns et vénérée comme un avatar par les autres? Helena Petrovna Blavatsky est née en 1831 dans une famille aristocratique russe, mais dès l'enfance, elle était différente. Les récits de l'époque disent qu'elle parlait à des présences invisibles, avait des visions qui effrayaient les adultes et démontraient des connaissances qu'aucun enfant ne devrait avoir. À 17 ans, après un mariage arrangé qui n'a duré que quelques mois, elle s'est enfuie et a commencé une odyssée qui allait durer plus de 20 ans. Elle a voyagé en Égypte, en Grèce, en Inde et finalement au Tibet, toujours à la recherche de maîtres qui pourraient expliquer les phénomènes qu'elle vivait depuis l'enfance. À cette époque, une femme voyageant seule dans des territoires dangereux était pratiquement un suicide social. Elle a été ridiculisée, menacée, a frôlé la mort à plusieurs reprises, mais elle avait une détermination inébranlable, car elle savait qu'il existait quelque chose, au-delà de la surface de la réalité, que tout le monde acceptait. Et elle avait raison. En 1856, il s'est produit quelque chose qui allait changer non seulement sa vie, mais potentiellement le cours de l'évolution spirituelle de l'humanité. Au Tibet, elle a rencontré les Mahatmas. Je ne parle pas de figures mythologiques ou d'inventions d'un esprit fantaisiste. Je parle d'êtres humains qui avaient atteint des niveaux de conscience si élevés qu'ils semblaient posséder des capacités surnaturelles. Ils gardaient des connaissances millénaires sur la structure de la conscience humaine, des connaissances provenant de civilisations anciennes dont vous n'avez jamais entendu parler dans les cours d'histoire. Ce qu'ils lui ont révélé pendant ces années perdues ne se trouve dans aucun livre ordinaire. Elle a eu accès à des manuscrits décrivant quelque chose que la neuroscience ne commencerait à effleurer que 150 ans plus tard. L'esprit humain n'est pas une entité unique, mais un escalier de 7 marches. Ces Mahatmas lui ont expliqué que l'évolution humaine n'est pas seulement physique ou biologique. Il y a une évolution de la conscience qui se déroule en ce moment même, mais seule une infime fraction de l'humanité en est consciente. La plupart des gens naissent, vivent et meurent au même niveau de conscience, comme s'ils passaient toute leur vie au sous-sol d'un gratte-ciel de 7 étages, sans jamais découvrir qu'ils peuvent monter. Blavatsky a passé des années à étudier avec ses maîtres, apprenant des pratiques, mémorisant des enseignements. Et quand elle est finalement revenue en Occident en 1873, elle avait une mission: traduire cette connaissance dans un langage que les esprits occidentaux pourraient commencer à comprendre. Et c'est ici que commence le premier choc. La plupart des gens vivent dans ce que Blavatsky appelait l'état animal physique. Vous pensez prendre des décisions conscientes? Vous pensez contrôler votre vie? À ce premier niveau, vous ne faites que réagir comme un automate biologique.
Vos décisions sont déterminées par des pulsions de survie, des désirs immédiats, des besoins corporels, la faim, le sexe, la peur, l'agression pour protéger son territoire. Vous voyez cela partout autour de vous. La personne qui explose de colère dans les embouteillages parce qu'on lui a coupé la route. L'individu qui ne peut contrôler ses pulsions alimentaires. Celui qui ment, vole ou manipule pour obtenir un avantage matériel immédiat. Blavatsky ne jugeait pas, elle diagnostiquait. Elle disait que ce niveau n'est pas mauvais, c'est juste la marche la plus élémentaire de l'escalier. Le problème, c'est que la société tout entière est structurée pour vous maintenir précisément là. Réfléchissez-y. Toute la publicité fait appel à vos instincts les plus primaires. Toute la structure économique dépend du fait que vous soyez un consommateur compulsif, réagissant à des stimuli. La politique prospère en vous, maintenant dans un état de peur et de division tribale. Si vous réalisez que vous pouvez vous élever au-dessus de ce niveau, vous devenez dangereux pour les systèmes qui dépendent de votre inconscience. Dans l'état animal physique, vous vous identifiez complètement à votre corps. Quand le corps ressent de la douleur, vous êtes la douleur. Quand le corps ressent du plaisir, vous êtes le plaisir. Il n'y a pas de distance, pas d'observateur séparé de l'expérience. Vous êtes totalement mécanique. Et la chose la plus effrayante, des millions de personnes vivent leur vie entière, absolument entière, dans cet état, et meurent sans jamais se douter qu'il existe quelque chose au-delà. Elles pensent que c'est tout ce qui existe. Elles sont nées, ont mangé, se sont reproduites, sont mortes comme des animaux sophistiqués, mais des animaux. Maintenant, certaines personnes commencent à sentir qu'il y a quelque chose de plus. Elles commencent à avoir des expériences émotionnelles intenses, des intuitions étranges, des sensations que le corps physique seul ne peut expliquer. Lorsque vous réalisez enfin que vous n'êtes pas seulement un corps, vous vous éveillez au deuxième niveau. Mais voici le piège que Blavatsky a identifié avec une précision chirurgicale. Vous tombez dans la prison émotionnelle. Elle appelait cela le corps astral. Et c'est là que la plupart des personnes spirituellement éveillées restent bloquées pour toujours. Vous commencez à sentir les énergies. Vous entrez dans un lieu et savez immédiatement si la vibration est bonne ou mauvaise. Vous avez des rêves prémonitoires. Peut-être développez-vous une certaine sensibilité psychique. Vous pouvez sentir ce que les autres ressentent. Cela semble être un énorme progrès, et ça l'est, mais cela a un prix terrible. Vous devenez la marionnette de vos propres sentiments. Vous vous réveillez de mauvaise humeur et toute votre journée est ruinée. Quelqu'un vous critique et vous vous effondrez émotionnellement pendant des jours. Vous êtes attiré par quelqu'un et vous perdez complètement la raison. Vos relations sont des montagnes russes émotionnelles. Au deuxième niveau, vous avez enfin réalisé que vous n'êtes pas que matière, mais vous êtes maintenant complètement identifié au corps émotionnel. Et voici ce que peu de gens réalisent. Ce niveau est aussi hypnotique que le premier. Vous pensez que vous évoluez spirituellement parce que vous méditez, que vous travaillez avec des cristaux, que vous faites du yoga, parce que vous lisez sur la spiritualité. Mais si vos émotions vous contrôlent, vous êtes toujours endormi. Vous avez seulement changé de prison. Vous êtes sorti de la cellule physique pour entrer dans la cellule émotionnelle. Blavatsky voyait cela se produire constamment. Des gens qui abandonnaient le matérialisme pur, mais restaient coincés dans des drames émotionnels spiritualisés. Des relations karmiques intenses qui devenaient une excuse pour des comportements toxiques, une dépendance affective déguisée en connexion d'âme sœur, une manipulation émotionnelle justifiée par une sensibilité psychique. Elle avertissait que le corps astral peut être encore plus trompeur que le corps physique, car ses illusions semblent plus réelles, plus significatives, plus spirituelles. Puis, certaines personnes commencent à réaliser que les émotions ne sont pas non plus fiables. Elles commencent à remettre en question leurs propres sentiments, à ne pas se laisser emporter par chaque vague émotionnelle qui passe, et alors, elles découvrent le pouvoir de l'esprit. Bienvenue au troisième niveau. Vous pensez que lorsque vous utilisez la raison, vous êtes conscient? Blavatsky se moquait de cette illusion. Le troisième niveau est ce qu'elle appelait le mental concret.
Celui qui résout les problèmes pratiques, accumule l'information, organise les concepts. C'est là que les scientifiques, les avocats, les intellectuels et les académiciens passent leur vie entière. À ce niveau, vous avez enfin un certain contrôle sur vos émotions et vos pulsions physiques. Grâce au pouvoir de la pensée rationnelle, vous pouvez analyser les situations logiquement. Vous pouvez apprendre des systèmes complexes. Vous pouvez planifier l'avenir sur la base de calculs rationnels. Toute notre civilisation technologique a été construite par des personnes opérant à ce niveau de conscience. C'est un pas de géant par rapport aux deux premiers niveaux, mais c'est encore une prison. Le mental concret ne peut travailler qu'avec ce qui est déjà connu. Il prend des informations du passé, compare, catégorise, tire des conclusions basées sur des précédents. C'est une calculatrice extrêmement sophistiquée, mais cela reste une machine. Il ne peut pas avoir d'intuition véritablement originale. Il ne peut pas percevoir des vérités qui sont au-delà de la logique binaire. Il ne peut pas accéder à une connaissance qui ne vient pas par les 5 sens et le raisonnement déductif ou inductif. Et voici le terrible secret que personne ne vous dit. L'esprit rationnel, lorsqu'il n'est pas subordonné à des niveaux de conscience supérieurs, sert toujours l'ego. Il devient l'avocat de votre personnalité, justifiant vos désirs, rationalisant vos comportements, créant des arguments brillants pour défendre des positions qui en réalité proviennent de peurs et de désirs inconscients. Vous le voyez dans les débats intellectuels, où des personnes extrêmement intelligentes construisent des châteaux logiques élaborés qui, au fond, ne servent qu'à protéger leurs croyances émotionnelles. Blavatsky a observé que de nombreux intellectuels tombent tellement amoureux de leur propre capacité mentale qu'ils construisent des prisons de concepts autour d'eux. Ils peuvent tout vous expliquer, mais ils ne comprennent rien de ce qui compte vraiment. Ils peuvent disséquer le fonctionnement mécanique de l'univers, mais ils sont aveugles à sa signification. Ils peuvent cartographier chaque neurone du cerveau, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'est la conscience. Le troisième niveau vous donne du pouvoir, mais il ne vous donne pas la sagesse. Et puis nous arrivons à l'abîme. Entre le troisième et le quatrième niveau, il y a un vide terrifiant que Blavatsky a décrit comme le portail où la personnalité meurt. C'est pourquoi si peu de gens progressent. Parce que pour accéder à l'esprit supérieur, la conscience abstraite, intuitive, qui perçoit les schémas et les vérités universelles, vous devez laisser mourir l'identité que vous avez construite toute votre vie. Vos titres, vos croyances, votre histoire personnelle, tout ce que vous pensez être, tout ce qui vous fait vous sentir spécial et unique, tout devient poussière. Imaginez être au bord d'un précipice où vous devez lâcher tout ce que vous tenez pour pouvoir voler, mais vous n'avez aucune garantie qu'il y a quelque chose de l'autre côté. C'est le moment le plus terrifiant de l'évolution de la conscience. La plupart des gens sentent l'abîme approcher et reculent immédiatement. Ils préfèrent la sécurité d'une identité connue, même si elle est limitée, à la terreur de l'inconnu absolu. Blavatsky disait que c'est là que les vrais chercheurs sont séparés des curieux. Les curieux veulent la connaissance spirituelle comme ils collectionnent des informations. Les vrais chercheurs sont prêts à mourir psychologiquement. Et la mort psychologique n'est pas une métaphore. C'est l'expérience réelle de voir tout ce que vous pensiez être se désintégrer. Vos valeurs changent radicalement. Les relations qui étaient centrales dans votre vie semblent soudainement superficielles. Les ambitions qui vous motivaient perdent tout leur sens. Vous traversez ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme. Si vous traversez cet abîme, vous atteignez le quatrième niveau, la conscience bouddhique. Très peu y parviennent. Blavatsky utilisait le mot « bouddhi », non pas le bouddhisme, mais l'état bouddhique de perception pure. À ce cinquième niveau, car elle comptait légèrement différemment selon le système qu'elle utilisait, vous ne pensez pas aux choses, vous les connaissez directement. Il n'y a plus de séparation entre l'observateur et l'observé. Il n'y a plus de processus mental médiatisant votre perception de la réalité. C'est difficile à décrire pour quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, mais je vais essayer. Imaginez que vous regardez un arbre. Normalement, vous voyez l'arbre.
Votre esprit l'identifie comme un arbre, l'associe à des souvenirs d'autres arbres, pense peut-être à une certaine utilité de l'arbre. Tout cela se passe en une fraction de seconde. Dans l'état bouddhique, ce processus n'existe pas. Vous et l'arbre ne faites qu'un au moment de la perception. Vous connaissez l'arbre de l'intérieur, non pas comme un observateur externe, mais comme si vous étiez la conscience même de l'arbre se regardant elle-même. C'est là que se produisent les vrais miracles, des guérisons inexpliquées, parce que vous percevez directement le schéma énergétique qui cause la maladie et pouvez le modifier, des visions prophétiques, parce que vous opérez à un niveau où le temps linéaire n'est qu'une des possibilités de perception. La télépathie réelle, parce qu'il n'existe plus de séparation fondamentale entre les esprits individuels. Tout ce qui semble être de la fantaisie est simplement le fonctionnement naturel de la conscience lorsqu'elle opère à ce niveau. Mais il y a un prix très élevé que Blavatsky a documenté avec des détails d'une honnêteté brutale. À ce niveau, vous perdez complètement la capacité de vivre une vie ordinaire. Vous voyez à travers tous les masques sociaux. Les conversations normales deviennent presque impossibles, car vous percevez les motivations inconscientes derrière chaque mot. Vous ressentez la douleur collective de l'humanité comme si c'était la vôtre. Vous ne pouvez plus vous distraire avec des divertissements superficiels, car tout semble vide comparé à l'intensité de la perception directe de la réalité. Beaucoup de ceux qui arrivent ici deviennent des ermites, non par choix philosophique, mais parce qu'ils ne peuvent tout simplement plus fonctionner dans la société normale. Certains développent une compassion si profonde qu'ils consacrent leur vie entière au service pour soulager la souffrance des autres. Certains deviennent fous parce que l'intensité de la perception est plus que ce que la structure humaine peut supporter. Blavatsky elle-même a traversé des périodes d'instabilité extrême après certaines initiations qui l'ont forcé à opérer à ce niveau avant d'y être complètement préparé. Et puis il y a le 6e état, Atma, le niveau qui défie le langage. Ici, l'individualité se dissout complètement. Blavatsky utilisait le mot Atma, l'esprit pur, au-delà de toute forme ou concept. Vous n'êtes plus vous, mais une pure conscience, observant à travers un point spécifique de l'univers. Il n'y a plus de peur, car il n'y a plus de moi séparé pour avoir peur. Il n'y a plus de désir, car il n'y a plus de moi séparé pour désirer quelque chose qu'il n'a pas. Les maîtres spirituels de toutes les traditions passent des décennies dans des pratiques intenses, essayant d'atteindre des aperçus de cet état. Des moines bouddhistes méditant dans des grottes pendant des années, des yogis hindous accomplissant des austérités extrêmes, des soufis dansant jusqu'à l'extase de la dissolution, des mystiques chrétiens en prière contemplative profonde. Tous cherchent ce moment d'union absolue où le sentiment d'être une personne séparée disparaît complètement. Blavatsky a cartographié non seulement l'existence de cet état, mais aussi la manière systématique d'y parvenir. Elle a apporté des techniques précises, des pratiques spécifiques, des étapes clairement définies. Ce n'était pas du mysticisme vague, c'était la science de la conscience. Mais elle a également averti que cet état ne peut être permanent tant que vous êtes incarné dans un corps physique. Vous pouvez le visiter, en avoir des expériences profondes, mais vous devez revenir au fonctionnement normal, sinon le corps meurt tout simplement. La structure biologique n'a pas été conçue pour fonctionner continuellement à ce niveau de conscience. Et puis, il y a le 7e mystère, le niveau que Blavatsky n'a fait qu'indiquer, sans jamais l'expliquer directement. Elle disait que les mots humains n'existent tout simplement pas pour le décrire. Certains l'appellent la monade, d'autres l'absolu, d'autres Brahman, d'autres Dieu. C'est la source de tout, l'océan d'où émergent toutes les vagues de conscience. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un état, ce n'est pas une expérience. C'est ce qui expérimente toutes les expériences simultanément à travers tous les points de conscience de l'univers. Et voici ce qui va vous faire exploser l'esprit. Vous y êtes déjà, en ce moment même. Vous n'en êtes jamais parti. Vous ne pourriez jamais en partir, car il n'y a pas d'endroit en dehors de cela où aller.
Vous ne le réalisez tout simplement pas parce que vous êtes hypnotisé par les niveaux inférieurs, identifiés à un corps, à des émotions, à des pensées, à une personnalité individuelle. Le 7e niveau n'est pas quelque chose que vous atteignez, c'est ce que vous avez toujours été. C'est la reconnaissance de ce qui a toujours été là. Blavatsky disait que les 6 niveaux précédents sont comme des couches de vêtements recouvrant votre vraie nature. La pratique spirituelle ne consiste pas à ajouter plus de couches, mais à enlever chacune d'entre elles jusqu'à être nu dans votre essence primordiale. Mais voici le paradoxe qu'elle soulignait. Vous ne pouvez pas sauter directement au 7e niveau. Vous devez traverser chaque marche de l'escalier consciemment. Chaque niveau a ses leçons, ses défis, ses purifications nécessaires. Maintenant, vous comprenez pourquoi ils ont tenté de faire taire Blavatsky? Pourquoi ses œuvres ont-elles été brûlées? Pourquoi a-t-elle été ridiculisée, persécutée, calomniée? Parce que cette connaissance détruit les systèmes de contrôle. Si les gens découvrent qu'ils peuvent gravir l'escalier de la conscience seuls, sans intermédiaire, sans institution, sans autorités extérieures, qui a besoin de prêtres disant ce que Dieu veut? Qui a besoin de gouvernants exploitant la peur et l'ignorance? Qui a besoin de corporations vendant le bonheur à travers des produits? La carte qu'elle a apportée est trop révolutionnaire. Ce n'est pas une réforme, c'est une révolution complète de la conscience humaine. Et ce n'est pas une coïncidence si elle a fondé la société théosophique juste au moment de la révolution industrielle, lorsque le matérialisme scientifique consolidait sa domination sur l'esprit occidental, lorsque les religions traditionnelles perdèrent du pouvoir, mais que rien ne remplaçait la fonction de guide spirituel qu'elles jouaient. Blavatsky essayait d'empêcher l'humanité de tomber dans un matérialisme absolu qui nous mènerait au désastre. Elle plantait les graines d'une connaissance qui pourrait s'épanouir dans les générations futures. Et regardez autour de vous maintenant. Combien de personnes s'éveillent? Combien de personnes remettent en question les récits officiels? Combien de personnes cherchent quelque chose au-delà de la consommation et de la mort? Les graines qu'elle a plantées sont en train de germer. Alors, comment savoir à quel niveau vous êtes coincé en ce moment? Je vais vous donner des signes sans équivoque. Si la majeure partie de votre attention est portée sur les besoins de base de survie, la sécurité matérielle, les plaisirs physiques immédiats, vous opérez principalement au 1er niveau. Si vous êtes constamment sur des montagnes russes émotionnelles, si vos relations sont dramatiques, si vous prenez des décisions basées sur ce que vous ressentez sur le moment, vous êtes coincé au 2e niveau. Si vous vivez dans votre tête, si vous croyez que vous pouvez vous sortir de n'importe quel problème par la pensée, si vous valorisez l'intellect par-dessus tout, si vous avez du mal à agir parce que vous analysez trop, vous êtes au 3e niveau. Si vous avez commencé à vivre des expériences de synchronicité constante, si des intuitions profondes vous viennent sans effort, si vous ressentez une connexion profonde avec tout ce qui existe, tout en gardant un sens clair de l'individualité, vous touchez peut-être le 4e niveau. Si la perception directe de la réalité sans filtres mentaux est devenue naturelle, si vous expérimentez fréquemment des états d'unité, si des capacités qui semblent surnaturelles ont commencé à se manifester spontanément, vous opérez peut-être au 5e ou 6e niveau. Et si vous avez vraiment atteint des aperçus du 7e niveau, vous ne regardez probablement pas de vidéos sur YouTube. Vous êtes probablement dans une grotte dans l'Himalaya où vous avez consacré votre vie entière au service désintéressé de l'humanité. La plupart d'entre nous transitent entre les 3 premiers niveaux. En fonction de la situation, vous vous réveillez affamé, 1er niveau. Vous recevez une nouvelle qui vous rend anxieux, 2e niveau. Vous vous asseyez pour travailler sur un problème complexe, 3e niveau. L'objectif n'est pas d'abandonner les niveaux inférieurs, mais de les intégrer sous la direction des niveaux supérieurs. Vous avez toujours besoin de manger, mais vous n'êtes pas esclave de la gourmandise. Vous ressentez toujours des émotions, mais vous n'êtes pas dominé par elles. Vous utilisez toujours l'intellect, mais il sert l'intuition au lieu d'essayer de tout contrôler. Blavatsky n'a pas seulement laissé la carte, elle a laissé la méthode. Et voici la partie que vous attendiez.
Il existe une pratique spécifique qui force la conscience à se désidentifier du niveau actuel et à monter au suivant. Ce n'est pas de la méditation ordinaire où vous vous asseyez et videz votre esprit. Ce n'est pas de la visualisation New Age où vous imaginez une lumière blanche. C'est une technologie mentale précise qu'elle a apprise au Tibet et adaptée aux esprits occidentaux. La technique s'appelle l'auto-observation sans jugement. Cela semble simple, mais c'est d'une efficacité dévastatrice. Voici comment cela fonctionne. Vous passez votre journée à prêter attention au niveau de conscience auquel vous opérez à chaque instant, mais sans juger, sans essayer de changer, simplement en observant. Quand vous vous surprenez à avoir une réaction instinctive, vous notez « premier niveau ». Quand vous vous surprenez à être emporté par une émotion, vous notez « deuxième niveau ». Quand vous vous surprenez perdu dans vos pensées, vous notez un troisième niveau. L'astuce est que l'acte d'observer est déjà d'un niveau supérieur à ce qui est observé. Vous ne pouvez pas observer le premier niveau depuis le premier niveau. Vous ne pouvez pas observer les pensées si vous êtes complètement identifié aux pensées. L'observateur est toujours un pas au-dessus de l'observé. Donc, chaque fois que vous pratiquez une observation authentique, sans jugement, vous vous positionnez sur la marche suivante de l'escalier. Mais voici le défi qui fait que la plupart des gens abandonnent. Vous devez le faire constamment. Pas 5 minutes le matin pendant la méditation, mais toute la journée. Semaine après semaine, mois après mois, année. C'est un travail ardu, une vigilance constante, et tout votre système résistera, car chaque niveau a sa propre inertie, son propre désir de continuer à être ce qu'il est. Votre corps ne veut pas que vous cessiez de vous identifier à lui, car il a peur de mourir. Vos émotions ne veulent pas que vous cessiez de vous identifier à elles, car elles perdent leur pouvoir sur vous. Votre esprit ne veut pas que vous cessiez de vous identifier à lui, car il cesse d'être le commandant. Chaque niveau créera des résistances subtiles et moins subtiles pour vous maintenir exactement là où vous êtes. Blavatsky avertissait que cette pratique doit être accompagnée d'une purification éthique. Il ne sert à rien d'essayer de gravir les niveaux de conscience pendant que vous mentez, manipulez, blessez délibérément les autres, car ces actions vous ancrent dans les niveaux inférieurs. Vous ne pouvez pas être véritablement au 4e niveau ou au-delà, tout en opérant avec malhonnêteté, cruauté ou égoïsme extrême. La conscience supérieure ne coexiste tout simplement pas avec ses vibrations plus denses. Elle insistait également sur l'étude, non pas une étude superficielle, mais une plongée profonde dans les enseignements des traditions de sagesse de l'humanité. Car lorsque vous commencez à ascensionner, vous avez besoin de cartes pour ne pas vous perdre. Vous devez comprendre ce que vous expérimentez. Vous avez besoin d'un vocabulaire pour donner un sens aux états de conscience que le langage courant ne peut décrire. C'est pourquoi elle a écrit La doctrine secrète, Isis dévoilée, la voie du silence. C'étaient des cartes pour les voyageurs de l'espace intérieur. Et il y avait un 3e composant, le service. Plus vous vous élevez, plus vous réalisez que la séparation est une illusion. Quand vous blessez un autre, vous vous blessez vous-même. Quand vous aidez un autre, vous vous aidez vous-même. Non pas comme un joli concept moral, mais comme une perception directe de la réalité. Alors, le service désintéressé devient naturel, non par obligation, mais parce que vous ne voyez véritablement aucune différence entre votre bien-être et celui des autres. Ces 3 piliers, l'auto-observation, la purification éthique et le service compatissant, et forment le trépied qui soutient l'ascension de la conscience. Blavatsky l'a testé sur elle-même, l'a enseigné à d'innombrables étudiants et les résultats étaient indéniables. Les gens transformaient radicalement leur vie, non pas parce qu'ils croyaient en quelque chose de nouveau, mais parce qu'ils expérimentaient des niveaux de réalité qui leur étaient auparavant invisibles. Écoutez, je ne vous vends rien ici. Je ne vous demande pas de croire aveuglément. Je vous montre une carte qu'une femme extraordinaire a tout risqué pour apporter. Elle a subi le ridicule, la persécution, une solitude profonde. Elle est morte partiellement discréditée, sachant que la plupart de ses contemporains ne comprendraient pas l'ampleur de ce qu'elle offrait.
Mais elle l'a fait quand même, car elle savait qu'il y aurait un jour des gens prêts. Peut-être que vous êtes l'un d'eux, peut-être que quelque chose en vous reconnaît la vérité de ce qui est dit ici. Non pas parce que je suis persuasif, mais parce que cela résonne avec quelque chose que vous saviez déjà, mais que vous aviez oublié. Cette carte de la conscience n'est pas une invention de Blavatsky. Elle n'a pas créé cela. Elle a découvert ou redécouvert quelque chose qui a toujours existé, qui a toujours été vrai sur la nature de la conscience humaine. Chaque tradition mystique en a sa propre version. Le bouddhisme a ses jhanas et ses réalisations progressives. L'hindouisme a ses 7 chakras et ses états de samadhi. Le soufisme a ses étapes du chemin. La kabbale a son arbre de vie avec ses 10 séphirotes. Le mysticisme chrétien a ses étapes de la prière contemplative. Tous pointent vers la même réalité en utilisant simplement des langages et des symboles différents. Blavatsky a tenté de synthétiser tout cela en un système cohérent qui aurait un sens pour les esprits modernes. Et nous voici, plus de 150 ans plus tard, et la carte qu'elle a apportée est plus pertinente que jamais. Nous vivons à une époque de crise de conscience collective. Les anciens systèmes s'effondrent, de nouvelles possibilités émergent. De plus en plus de gens s'éveillent au fait que quelque chose ne va pas du tout dans notre façon de vivre. Et simultanément, de plus en plus de gens ont des expériences spontanées d'état de conscience élargi. Le voile s'amincit. La barrière entre les niveaux devient plus perméable. Le sentez-vous? Les synchronicités qui augmentent, les intuitions qui deviennent plus fortes, les rêves plus vifs et significatifs, la sensation que le temps s'accélère, tout cela sont des signes que la conscience collective se prépare à un saut. Et vous qui regardez ceci maintenant en faisant partie de ce moment, ce n'est pas un accident. Alors, que faites-vous de cette information? Vous pouvez l'ignorer, retourner à votre vie normale, prétendre que vous n'avez rien entendu de tout cela. C'est d'accord, ce n'est peut-être pas encore votre moment. Ou vous pouvez commencer aujourd'hui, commencer à pratiquer l'auto-observation, commencer à prêter attention au niveau de conscience auquel vous opérez, commencez à remettre en question vos identifications automatiques, commencez à considérer la possibilité que vous êtes bien plus que ce que vous pensiez être. La carte est là, l'escalier existe, les 7 niveaux sont réels. La seule question est, êtes-vous prêt à commencer à monter? Écrivez dans les commentaires maintenant à quel de ces 7 niveaux vous pensez être coincé en ce moment et pourquoi vous sentez que vous n'arrivez pas à avancer.